Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes une date spéciale. Ce 10 décembre 2016, je fête mon 16e anniversaire. 16 ans qui ont été forgés par ça, par ça, par ça, et par ça. Every puzzle has an answer. En effet, c'est le 10 décembre 2008, soit tout pile il y a une demi-vie, que je commençais le tout premier opus de la saga Professeur Layton. Depuis, j'ai grandi, la saga aussi, et aujourd'hui, dans le cadre des critiques sur les sagas Level 5, je vais faire quelque chose d'inédit. Tu vas critiquer un jeu? Non. Tu vas critiquer deux jeux? Non. Tu vas critiquer la saga entière? Non, non, non et renom. Aujourd'hui, je vais critiquer un long métrage. Quoi? Professeur Layton est à Diva Eternal et un film créé par Level 5 et animé par OLM Studios, les mêmes qui ont fait IZ2. Sorti en 2009 au Japon, le film était le premier long métrage de Level 5, qui faisait au total 95 minutes, un record qui sera égalé quelques temps plus tard par IZ2, Tous unis contre les hommes. Il y a un film IZ2, oui, et même un sur Go. Le film fit un succès au Japon, mais ne fut diffusé en France que par diffusion télévisuelle, sur Nickelodeon le 12 décembre 2010, le 16 janvier 2011 sur Game One, le 24 avril 2011 à nouveau sur Nickelodeon, et c'est tout! Le film fut aussi distribué sous la forme de Blu-ray/DVD et une putain d'édition collector avec un storyboard de 600 pages le 13 octobre 2010, mais à part ça, le film est quasiment inconnu, sauf pour les fans de l'anglais au chapeau haut de fort. C'est ce que nous allons critiquer aujourd'hui. Mais avant tout, l'analyse du générique. C'est une question rhétorique. Il n'y a pas de générique chanté. C'est un film. Donc nous avons le droit à Luc qui nous raconte la résolution d'un mystérieux vol de cloche qui n'a absolument aucun rapport avec l'histoire principale, mais qui nous permet de rentrer dans le bas. Il nous présente le professeur, son palmarès, lui et ses ambitions. Luc ici nous permet donc de faire un truc que peu de films issus de sagas de jeux vidéo ludiques font, planter le décor. La scène se termine par l'entrée du professeur qui apporte l'élément déclencheur, un disque d'un opéra. Vous l'avez compris, l'histoire que nous allons suivre est en effet l'enquête sur cet opéra. L'histoire se poursuit avec la lecture de la lettre que Janice, cantatrice de l'opéra, auquel Luke et Layton sont invités, les informe que l'esprit d'une cantatrice et amie décédée de Janice, celle de Melina Winsler, aurait été retrouvé dans le corps d'une petite fille de 7 ans et qui semblerait en plus avoir le don de la vie éternelle. Pour nous laisser un peu méditer sur ces paroles, le film nous propose un plan dit c'est pas sorcier, suivi d'une discussion avec l'apparition de Amy, seconde assistante, qui nous permet d'en apprendre un peu plus concernant cette fabuleuse vie éternelle. Ainsi, nous apprenons que beaucoup de gens seraient prêts à l'obtenir. Sans blague. Et d'ailleurs, cette information tombe plutôt bien, car l'opéra où Layton et Luke sont invités s'appelle Le Royaume Éternel. Écrit par Oswald Winsler, oui, le père de la fille décédée réincarnée, c'est bien, vous suivez, l'opéra semble être inspiré d'un mythe archéologique qui se nommerait le Royaume Éternel d'Ambrosia. L'histoire d'un royaume disparu suite à la disparition d'une reine, adorant le chant. Soudainement frappé par un mal inconnu, le peuple se mit à la confection d'un élixir de jouvence pour la soigner. Mais pas de peau, la reine meurt juste avant la fin de la confection de cet élixir. Le peuple entier se mit à boire cet élixir en espérant qu'un jour les cieux leur redonnent leur reine. Je sais, ça fait beaucoup à suivre, mais si ça s'appelle une scène d'ouverture ou une scène d'exposition, c'est pas pour rien. L'histoire que vient de nous conter Layton est en vérité l'histoire de l'opéra qui vient de se dérouler. Suite à ça commence réellement l'histoire. Le théâtre n'applaudit que très faiblement la performance artistique qu'ils ont eue sous les yeux, car en effet, le meilleur arrive. Enfin, le meilleur, ça dépend pour qui. Mesdames et messieurs, passons maintenant à ce qui vous intéresse. L'un d'entre vous va se voir accorder la vie éternelle. Attention, il n'y aura qu'un seul et unique gagnant. Les autres devront tout simplement m'offrir leur vie. Suite à cette prise d'otage, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, le théâtre se transforme en navire. Au passage, la petite fille du début embarque également pour la entre guillemets croisière. Et nous chante cette mélodie. Pendant ce temps-là, Oswald se met à jouer du détraquant et est surpris par... Je suis sûr que ça vous paraît anodin, mais ça vous paraîtra énorme par la suite. Pendant que tout le monde reprend ses esprits, bah oui, il y a quand même des gens qui ont mouru, la mystérieuse voix leur propose la première vague d'élimination sous la forme d'une... énigme. Bah oui, quand même, le professeur Layton, faut pas l'oublier. Voici l'énigme 001. Écoutez bien, vous allez devoir inspecter les alentours
à la recherche de la chose la plus ancienne que vous pourrez trouver. Le professeur Janice et Luke se mettent alors à la recherche de cette chose, sortent de la salle puis rentrent, car... En fait, les choses les plus anciennes sont au-dessus de nous. Ce sont les étoiles qui brillent dans le ciel depuis des millions d'années. C'est bon, vous l'avez? Parce que là on enchaîne. Passons à l'énigme 002. Vous allez devoir vous rendre là où l'on peut admirer la plus grande des couronnes. Et là, qu'est-ce que vous avez comme idée? Un objet, une décoration, une structure à la limite. Et la solution était... Ne t'en fais pas, tu vas vite comprendre. Hors du concevable, encore une fois. Bref, tout le monde se dirige vers les canaux, ce qui est très con, pourquoi personne les a utilisés, on est dans une prise d'otage, dois-je vous rappeler. Les canaux sont bien lots, ce qui nous permet de voir que la petite fille qu'on a vue au début, oui, la possédée, vous suivez toujours, et la fille adoptive d'Oswald. Oui, le taré qui ressemble à Pierre Orca, c'est bon, prenez un cookie. Ce petit voyage nous permet d'en apprendre plus sur les intentions d'Oswald, qui a créé cet opéra dans le but que des petites filles l'apprécient en hommage à sa fille. Ça fait très pédopanda. T'as pas tort, ouais. Dans l'autre bateau, on fait aussi connaissance puisqu'on a un ex-footballeur, un riche atteint d'un cancer, une romancière, une épouse de la haute et un ex-marin. Ils commencent à piailler puis se font interrompre par la mystérieuse voix qui les félicite d'avoir trouvé la réponse. Puis soudain décide de faire péter le navire façon Michael Bay et les canaux se mettent en mode pilote auto vers l'infini et l'au-delà. Amy, pendant ce temps-là, continue son enquête sur la côte, sur les mystérieuses disparitions d'enfants, et là, c'est le chat du 1. Et alors? Bah ça fait un easter egg plutôt cool. Bref, revenons aux Hunger Games. Ok, il se passe que dalle. Revenons à Amy. Ok, deuxième easter egg en 2 minutes. Amy enquête sur la fameuse vie éternelle et la localisation de l'Ambrosia, en demandant au docteur Shredder. Et oui, c'est le troisième easter egg en 3 minutes. On apprend également que tous ceux qui sont entre guillemets morts dans le bateau ont été retrouvés dans un sous-marin échoué. Amy, pris d'un éclair de génie, se barre avec la carte. Pendant ce temps-là, sur une île avec 12 personnes de professions différentes qui cherchent tous à survivre, ouais pas de doute, hein, c'est les Hunger Games du pauvre. Donc sur Ambrosia, les candidats restants profitent d'une pause offerte par le maître du jeu. Denis Brognard? Non. Stéphane Rothenberg? Non. Jean-Luc Reichmann? Quoi? Bref, le quart d'une demi-pause et d'un dialogue entre Luc et Nina, la dite intéressée disparaît. Au passage, le maître du jeu, Julien Lepers, gueule, ferme bien ta gueule, décide d'envoyer les loups. S'ensuit une petite course à travers les bois pour garder la vie, car rien ne vaut une petite promenade digestive, surtout avec des cardiaques ou des cancéreux. Bref, au passage, dans ce havre de paix et archéologique, au détour d'un chemin, nos héros trouvent un château, tout ce qu'il y a de plus commun, avec du béton armé, de l'acier et des paraboles. Enfin bref, tout ce qu'il y a pour niquer les ressources archéologiques qui se trouvent dessous. Nos héros au passage se retrouveront bloqués par la rivière et c'est là que l'énigme numéro 3 commence. Voici l'énigme 003. Chers participants, vous allez devoir traverser la rivière et rejoindre le château que vous apercevez au loin. Donc, d'après vous, comment rejoindre l'autre bout de la rivière sans se faire bouffer? C'est bon, on peut lâcher. On les a ratés. Bon, pour ce coup-ci, c'était plutôt logique. Bref, Oswald, la romancière, le cancéreux et le capitaine, ayant raté leur coup, on leur dit au revoir. Et oh, comment ces types pas de chance, la cage du professeur s'est renversée. Bref, ils trouvent refuge dans une cabane abandonnée. Pourquoi pas? Et là, tu vas bien te faire foutre, ouais. Là, tu vas bien te faire foutre, ouais. Là, tu peux aller cordialement. Je veux dire, j'ai aucun problème. Le professeur a bien créé des trucs pendant ses aventures. Un deltaplane, je crois, une catapulte, et même un simulateur cardiaque. Mais là, c'est la goutte de thé qui fait déborder la tasse. Après avoir joué à Flappy Bird, nos amis se retrouvent devant l'énigme 004. Bien. Passons à l'énigme 004 à présent. La terrasse sur laquelle vous vous trouvez dispose de 4 portes, chacune donnant accès à une tour. Maintenant, regardez sur le sol. Vous avez vu? Il y a un jet sur le sol. Elle s'apprête à utiliser le souffle. Il y a un jet sur le sol. L'une de ces 4 tours abrite la chambre du roi. Vous allez devoir trouver la bonne tour et emprunter la porte correspondante pour vous y rendre. Regardez, roi se dit king en anglais et ça s'écrit K-I-N-G. Et si on place le mot in qui veut dire entrer entre le K et le G, on obtient le mot king. Bon là pour le coup c'est à peu près la seule énigme qu'on peut retrouver dans Professeur Layton, le jeu. Le professeur décide de laisser Luke tout seul pour voir ce qui se cache derrière le jeu. Il fera exprès de prendre une fausse décision, ce qui causera la disparition de 2 personnes, de toute façon on n'en avait pas besoin. Tenez bon, tous les deux, on va venir vous chercher. Luke et sa clique de son côté arrivent à la chambre du roi, mais se font guet-apens par le maître du jeu qui n'est autre que...
vous êtes... Est-ce que tu peux nous dire si tu connais cet homme, Luc? Qui ça peut bien être? Je m'appelle Jean Descoll. Je suis un éminent scientifique, prétendant à de très hautes aspirations. Bref, Descoll, ça fait tellement du bien de plus dire maître du jeu alors que je savais dès le départ que c'était Descoll. Bref, Descoll réclame Amelia, ils la prennent et ils la prennent. Amy, qui est aux commandes d'un biplan en plein milieu de l'océan, vole vers Ambrosia. Oui, l'île dont personne ne connaît la localisation. Je crois qu'on a affaire au plus grand secret de polichinelle de l'univers. Pendant ce temps-là, le professeur commence à fouiller le château et découvre la chambre de la défunte Mélina. Tout d'un coup, Nina rentre, demande au professeur de partir, Nina essaie de s'enfuir, mais le professeur joue l'ode à la mer, ce qui bloque Nina dans sa progression, et au final se laisse questionner par Layton. Et là, on va rentrer dans le petit péché mignon de Level 5, les personnages schizophrènes. Car oui, Level 5 adore foutre des persos à double personnalité dans ses œuvres. Par exemple, avec Shaun et Hayden Frost dans Isabelle. Spoiler, l'un des deux meurt, c'est Hayden. Ou bien encore Vladimir dans Professeur Layton et la boîte de Panda. Et à chaque fois, ils adorent foutre des histoires de dingue concernant les persos. Non, je veux rentrer chez moi, j'en ai assez. Bref, pendant que la petite Nina ou Mélina, on s'en fout, fait un craquage total, dans les sous-sols, on s'apprête à emprisonner tout ce beau monde. Heureusement, elle y arrive pile à l'heure, accompagnée de Grotsky. Alors oui, je vous ai pas parlé de Grotsky, mais Grotsky, en gros... Alors, dans l'ordre, Grotsky s'est fait prendre au piège par une poupée gonflable, envoyée par-dessus bord, et remonté sur le bateau, puis s'est fait repousser par-dessus bord à cause de Nina, qui l'a attiré puis poussé. Il a failli se faire bouffer par le requin, il est remonté, puis a ressauté quand le bateau a pété. Il a failli se faire embrocher par un sous-marin, et a dérivé comme une merde sur un radeau. Et s'est fait secourir par Amy, et le voici enfin qui fait une action badass. Moi je l'aime bien ma vie de merde. Bref, on est à 58 minutes de film, le film atteint déjà sa scène finale, longue de 31 minutes. Ah oui, donc un tiers du film. Descoll et Oswald parlent du projet de la vie éternelle. Il amène donc Amelia à se faire transmuter, et soudain, Layton et sa clique débarquent et balancent tout. Monsieur Whistler, vous n'avez jamais eu l'intention d'offrir la vie éternelle aux gagnants du jeu. Le Détragan n'est pas qu'un instrument de musique. C'est également une machine diabolique, capable de copier les souvenirs d'une personne, puis de les transférer dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Malheureusement, ce procédé n'est pas parfait. Car même si le transfert de données s'effectue avec succès, la mémoire du sujet cible finit avec le temps par reprendre le dessus. Là, de vos échecs répétés, vous vous êtes efforcé de trouver des sujets dont le cerveau pouvait accepter intégralement les souvenirs de Mélina. Voilà pourquoi vous avez envoyé des invitations à des jeunes filles comme elle. Quant au jeu dont le prix était la vie éternelle, c'était une astuce destinée à duper les gens imaginée par Descoll. Monsieur Whistler, je crois qu'il vous reste très peu de temps pour transférer à nouveau les souvenirs de Mélina. Dans un excès de rage, Oswald s'empare de Luke dans l'espoir de trouver en lui un corps parfait pour sa fille, mais hélas... Qui a pris la clé? Répondez! Layton, c'est vous, hein? Oh, Layton donc nous fait son habituel rite de réflexion et découvre que celui qui a volé la clé n'est autre que Janice. Ou plutôt Mélina, car oui, Janice a laissé son corps à Mélina. Suite à ça, Mélina conjure son père d'arrêter de vouloir transmettre son âme dans le corps des autres. Il faut mettre un terme à ces effroyables expériences. Mais soudain, Descoll s'empare de Mélina et révèle ses vraies intentions. La renaissance d'Ambrosia. En utilisant les clés du royaume qui sont en vérité deux chants, l'Ode des étoiles et l'Ode à la mer. Or, seule Mélina sait chanter l'Ode à la mer. Bref, Descoll décolle. Mais j'aimerais vous y voir, vous. Descoll oblige Mélina à chanter l'Ode à la mer. Bref, le château tombe en ruine suite au détachement du Détragan. Layton au passage joue un deuxième coup de génie, et Descoll, frustré de ne pas avoir ouvert les portes du royaume, décide de transformer ce film pour une deuxième fois en film de Michael Bay, puisque v'là les Transformers. En avant! Tétragigan! Luke part sauver Mélina, pendant que Layton part combattre Descoll, et lui montre son coup de génie, la troisième clé d'Ambrosia, l'Ode au soleil. Et avec l'aide de Mélina, refait vivre Ambrosia.
Frustré de s'être encore une fois fait coiffer sur le poteau, Descol continue le combat à mort avec Layton, qui se soldera par la destruction pure et simple du Détragan. Luke, Layton et Melina se sauvent in extremis, laissant Descol à son sort. Melina reprend ses esprits et dit à son père que sa fin est proche, et qu'elle va partir à jamais pour redonner son corps à Janice. Suite à cette révélation, son père fond en larmes, et on a le droit à une magnifique scène où Melina nous dit adieu. Oswald se fait arrêter par Groski, qui lui rétorque de bien vouloir jouer un dernier morceau, accompagné de sa fille. Groski le laisse, Layton en conclut que Melina était la dernière représentante de la diva éternelle disparue, d'Ambrosia, et le film se conclut sur l'ensemble des trois œuvres qui personnellement me fait pleurer à chaque fois. Et voilà, c'était Professeur Layton et la diva éternelle. Si vous avez eu une demi-hype, ou ne serait-ce qu'une demi-envie de aller voir ce film, allez le voir. Car ce que je viens de faire, c'est sans doute la manière avec le plus de mauvaise foi de résumer ce film. En plus, c'est pas comme si le film était dispo en streaming sur YouTube, ce qui est plutôt rare, non? Mais bref, passons au top 5 des meilleurs points de Professeur Layton et la diva éternelle. Numéro 5, le respect de l'œuvre originale. Ce film fait totalement partie de l'univers Layton, aussi bien au niveau de la forme qu'au niveau du contenu. Pour commencer, la mise en scène volontairement basée sur un système d'énigmes peut être considérée au premier abord comme un point plutôt négatif. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que comme dans le jeu, les énigmes importent peu. C'est le scénario qui les lit qui est le plus intéressant. Dans ce film, il y a grosso modo 6 énigmes, mais bien plus de mystère que ces énigmes. Le film trouve également une place de choix dans l'univers, puisqu'il se permet à la fois d'être optionnel dans la compréhension du deuxième arc, comme il sait se trouver indispensable dans l'évolution des personnages et du scénario. Le film a su, grâce à ses 90 minutes, créer un véritable opus 4.5, et honnêtement, chapeau bas. Numéro 4. Les personnages. Les personnages de PLDE, issus d'une grande partie des jeux, sont superbement bien intégrés à un univers cinématographique. Mais pour les autres personnages qui sont, eux, issus purement de l'imagination des scénaristes, ils sont juste géniaux. Mention spéciale à la famille Winsler, et surtout à Oswald, qui en un film nous fait passer toutes les émotions. La joie, Mais c'est incroyable! la colère, le dégoût, Bon sang, quel idiot! Comment ai-je pu être aveugle à ce point? la peur, Il faut sauver ma petite fille! la surprise, et bien entendu, la tristesse. Numéro 3, l'ambiance et le décor. Je vous l'avais déjà dit dans l'Isée de la critique, mais la beauté de Professeur Layton se fait sur son ambiance et sur ses décors. Et on va pas se cacher, le décor et l'ambiance de cet épisode est juste incroyable. La révélation d'Ambrosia ou la scène de transformation du Quan Payton sont juste magnifiques. Numéro 2, le rythme et l'histoire. Le plus dur avec un film, c'est faire passer une histoire de 10 à 15 heures en 120 ou 90 minutes. Que vous êtes naïf, on a quand même Akihiro Ino et toute sa clique, et le rythme et l'histoire de ce Professeur Layton sont parfaits. Ni trop courts, ni trop longs. Le film sait prendre son temps là où il faut. Et surtout, arrive à bien gérer ces 90 minutes pour créer une histoire touchante qui restera longtemps dans vos têtes. Numéro 1. La musique. Un film qui a Diva éternelle dans son titre doit avoir une bande son irréprochable. Or, qu'est-ce que je dis concernant la saga Professeur Layton? Et surtout remplie de musiques qui ont encore leur place facilement dans le top 10 de mes OST préférés. Et c'est encore une réussite à ajouter au cahier de Level 5. Ce film est une merveille niveau son et musique. Tout est très bien orchestré et bien synchronisé. Le plus grand défi a sans doute été de créer une bande son composée de 3 nappes harmoniques qui chacune s'intriqueraient l'une dans l'autre pour créer un thème beau et touchant. Bien, un moment un peu dur, car la note que je vais donner va sans doute faire très polémique. Encore plus que celle sur F de RX. Car je m'apprête à donner la note de 18 à Professeur Layton et la Diva éternelle. Car ce film est pour moi un chef-d'œuvre. Car déjà Level 5 sait très bien gérer ses productions, mais surtout parce que c'est un exemple de bonne adaptation de jeu en film. Un si bon film que tous les réals qui réalisent ce genre de commande doivent le voir au moins une fois. Et ça c'est pour ta gueule, Uwe Boll.
Sur ce, je te remercie d'avoir vu cette critique jusqu'au bout. Si tu aimes mon contenu, tu peux l'aimer, t'abonner, voire même le partager. Quant à moi, je vous souhaite un joyeux Noël en avance et à bientôt pour une prochaine critique. C'était Tristan, ciao.